Madame, Monsieur, public de Ya Solutions, bonsoir. Question. Quelle politique nationale d'amélioration de la qualité des soins et des services de santé en Côte d'Ivoire? Ou encore, que fait l'État de Côte d'Ivoire pour permettre à tous les Ivoiriens vivant sur toute l'étendue du territoire national d'avoir accès à des soins et à des services de qualité? Les réponses à ces questions sont dans ce numéro de Ya Solutions et les réponses sont données par le professeur Mamadou Samba, le directeur général de la santé en Côte d'Ivoire. Nous sommes à son cabinet. Bienvenue à tous. Bonsoir, professeur Mamadou Samba. Vous êtes directeur général de la santé en Côte d'Ivoire. Quelles sont les principales priorités du ministère de la Santé en matière d'amélioration d'accès et de la qualité des soins de santé primaire en Côte d'Ivoire? Au niveau de la Côte d'Ivoire, le choix a été fait sur des établissements de proximité. Le souci majeur est que nous voulons avoir des établissements de proximité pour couvrir tout le pays, avec un maillage qui s'étend du nord au sud, de l'est à l'ouest, y compris le centre. Dans cette dynamique-là, des établissements sanitaires sont créés régulièrement dans nos régions, dans nos districts, pour que les populations puissent avoir accès géographiquement à ceux-ci. D'accord. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 322 000 km² quand même. Et quand on parle de centre de santé sanitaire, vous allez aller jusqu'au fond, dans toutes les contrées du pays, aux quatre coins. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous avez atteint? Aujourd'hui, nous sommes à 80% des populations qui sont à moins de 5 km d'un centre de santé. Mais le travail que nous avons fait depuis plus de 10 années a permis de réduire la distance entre les populations et les centres de santé. À la fois à distance, mais également aussi le temps à parcourir. Parce qu'il y a des endroits où la distance n'est pas un problème, mais c'est le délai pour avoir accès aux centres de santé qui est un problème. Mais depuis le temps, nous avons réglé ce problème-là et nous espérons bientôt qu'on aura 90% de la population à moins de 5 km d'un centre de santé. D'accord. On va parler de défis, mais aussi de problématiques rencontrées par les populations dans ces zones rurales défavorisées. Alors, qu'est-ce que vous rencontrez souvent ou qu'est-ce que vous recevez en retour comme défis ou problématiques rencontrées par ces populations? Malgré les efforts du gouvernement, on a toujours des zones qui sont des zones de silence sanitaire où, avec les efforts, on n'y est pas encore arrivé. Mais cela dit, dans la logique du ministère de la Santé, qui est de faire en sorte que chaque région puisse avoir un paquet de services pour ses populations, le ministre de la Santé, Hygiène publique et de la Côte universelle a créé les pôles régionaux d'excellence en santé. Nous avons divisé le pays en 10 pôles régionaux. Chaque pôle régional doit disposer des équipements pour qu'on puisse se soigner dans le pôle et éviter les évacuations vers Abidjan éventuellement. D'accord. Comment votre ministère améliore-t-il la couverture géographique et l'accessibilité financière, je veux dire, soins financiers faciles, moins chers, il faut parler terre à terre pour que tout le monde puisse nous comprendre. Comment le ministère de la Santé améliore-t-il cela? Je vais répondre en deux parties. La première partie va se concentrer sur comment on améliore l'accès de manière géographique. C'est-à-dire, par exemple, le ministère de la Santé, chaque année, construit environ 50 nouveaux centres de santé, ce qui permet d'améliorer l'accessibilité géographique pour que nos populations ne fassent pas de longues distances pour avoir accès aux soins. En ce qui concerne l'accessibilité financière, le président de la République a mis en place la couverture maladie universelle, qui est une assurance maladie pour les Ivoiriens, pour qu'ils puissent se prendre en charge dans les structures de santé par une cotisation initiale et ensuite, nous avons une réduction par le tiers payant des actes que nous faisons. Donc, ça veut dire que côté géographique, on améliore l'offre, de sorte que l'offre soit disponible partout où on est en Côte d'Ivoire, mais également, on fait en sorte que l'offre soit accessible financièrement à nos populations. Merci, professeur. Nos équipes sont allées sur le terrain pour s'enquérir de la réalité dans les centres de santé urbains, les formations de santé urbaine et communautaire. Nous sommes allés à Yopougon, Ouassakara, vous connaissez certainement. Je vous propose de regarder avec moi le reportage. Merci. 9h du matin, la formation sanitaire urbaine communautaire, ou FSU-COM de Ouassakara et Yopougon,
est un petit quartier dans cette grande commune d'environ 5 millions d'habitants. Ici, pas de temps mort. Depuis les premières lueurs de cette journée, l'hôpital ne désemplit pas 150 à 200 malades par jour. Nous sommes à l'aile des consultations générales qui reçoit en moyenne 37 000 patients chaque année, dont 20 624 pour la seule année 2023 en consultation générale et 8 919 en pédiatrie. D'où vient alors cet engouement pour le service public? Jeanne Kwasi Amoin se sent mal. Une nouvelle fois, la jeune dame qui a l'habitude de conduire ses neveux ici fait confiance à l'hôpital. Le docteur Samson Atoubou soigne les maux du corps. Ce matin de juillet, c'est lui qui reçoit Jeanne Kwasi Amoin. Les signes que vous me décrivez là, je pense que c'est un pas humain. Selon les directives au niveau national, il faut que je vous fasse d'abord un examen pour confirmer ou pas, n'est-ce pas, ce à quoi je pense pour pouvoir vous traiter. Docteur Atoubou est le médecin-chef de la FSUCOM de Ouassakara. Il accompagne les patients sur le chemin de la guérison dès leur arrivée sur le service. Et il faut dire que c'est un vrai parcours. Comme vous voyez, le circuit des malades, il est schématiquement expliqué ici. Donc, le malade qui vient, qui peut marcher, qui ne présente pas d'urgence, il va se rendre à la caisse principale qui est ici. Donc, après avoir s'être acquitté du coût de la consultation, qui coûte 1 500 francs CFA, avec le carnet. Donc le malade va se rendre au niveau de cet endroit-là qui est réservé à la prise de constantes. Plus de 400 personnes travaillent à la FSUCOM de Ouassakara. 15 médecins assurent les soins en journée et pendant la garde. L'hôpital est ouvert 7 jours sur 7, 24 sur 24. Qu'ils soient médecins, internes ou externes, infirmiers, aides-soignantes ou soignantes, ou agents administratifs, tous œuvrent au quotidien pour assurer la qualité des soins. Ils ont mis leur vie entre parenthèses pour sauver celle des autres. À toute heure, tous les jours, vous venez au niveau de la structure, vous trouverez un médecin pour vous prendre en charge. Dans cet hôpital, parmi les services représentés, celui de la maternité est celui qui connaît un grand volume d'activité, soit environ 5 000 naissances par voie basse et césarienne par an. Il faut dire que les mamans n'ont rien à payer. La gratuité, c'est une particularité de l'hôpital public. La prise en charge du paludisme se fait gratuitement. L'accouchement est gratuit, la césarienne est gratuite et il y a certains médicaments également qui sont listés, qui sont gratuits également. En appui aux soins, l'on retrouve ici un plateau technique et logistique de pointe. En plus de la consultation et de la maternité, les autres disciplines de la médecine présentes ici sont entre autres la pédiatrie, la dermatologie, la gynécologie, l'échographie, l'ophtalmologie, l'ORL et les consultations en cardiologie. Des formations sanitaires comme la FSUCOM de Ouassakara, le Grand Abidjan en compte 40, dont 11 à Yopougon. Et c'est la communauté qui assure la gestion de ces formations sanitaires en faisant le choix de ses responsables. Ces derniers imaginent tous les jours l'hôpital de demain et investissent dans les techniques du futur. La première satisfaction pour nous, c'est l'humanisation des soins. Quand le malade vient, il doit se sentir comme chez lui à la maison. Ensuite, un environnement propre. Et puis, un cadre et du personnel perfectionné, performant, qui puisse accompagner. Nous sommes à l'écoute de nos concitoyens, la communauté. Nous avons eu un besoin de créer une radiologie. On n'avait pas les moyens nous-mêmes de nous payer tout l'équipement. On a dû signer un partenariat avec des trucs qui ont mis des appareils de radio de dernière génération, qui sont là. Les hôpitaux, c'est les microbes. C'est d'autres bactéries encore plus puissantes que le virus. Donc nous avons créé notre biandérie bientôt qui s'ouvre. Voilà. Vous savez que les hôpitaux en général n'ont pas de salle. Or, le personnel va en séminaire, en atelier de mise à niveau, mais à leur retour, il faut un espace où celui qui est allé faire un atelier ou une formation puisse faire une restitution aux autres. La FSUCOM de Ouassakara respire la santé. Et la question sur son devenir avec l'avènement de la carte de maladie universelle ne se pose pas. Je dis merci au gouvernement d'abord, parce qu'en 2011, jusqu'à ce jour, il y a la gratuité ciblée qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pathologies, un certain nombre de catégories de personnes qui ne payent pas pour se soigner, et c'est l'État qui paye à travers le ministère de la Santé. Nous sommes engagés également dans l'enrôlement et dans les usagers détenteurs des cartes de CMU. La CMU, couverture maladie universelle, en avez-vous déjà entendu parler?
Je dispose d'une carte CMU, je crois, depuis près de 3 ans maintenant, hein, mais je ne l'ai jamais utilisée. C'est pour la couverture maladie universelle. Donc on doit faire ça pour l'arrivée à l'hôpital. Ça serait facile pour nous. La couverture maladie universelle ou CMU est une assurance maladie initiée par l'État ivoirien pour permettre notamment aux groupes défavorisés de la population de se soigner à moindre coût. C'est la santé pour tous. À plus de 500 km d'Abidjan, cap sur le centre hospitalier régional de Mans. Ce matin-là, ce père de famille est venu faire consulter son fils. Monsieur, mettez l'index droit. Après l'enregistrement et muni de son ticket, il se rend chez le médecin d'ORL ou otorhinolaryngologiste. C'est le spécialiste des problèmes du tympan, de l'oreille interne, des sinus, du larynx, du pharynx, de la thyroïde et des glandes salivaires. Tu tousses. D'accord. Et puis quoi encore? Tu as enrhumé? Hein? La mauve là, ça coule. Comme tous les autres patients, le petit garçon de 4 ans va bénéficier d'un traitement. Seulement, son père ne va pas trop se saigner pour le soigner. Il dispose de sa carte de santé universelle. La CMU, une police d'assurance, souscrite par le père et qui couvre aussi les soins médicaux du fils, prenant ainsi en charge les médicaments prescrits par le médecin. La consultation, il faut dire que nous sommes bien reçus, ça va. À ce jour, environ 3 200 000 Ivoiriens disposent d'une carte CMU, mais seulement 1 700 000 d'entre elles sont fonctionnelles. La CMU, un panier de soins qui permet de prendre en charge les principales problématiques de santé publique et dont la phase opérationnelle a démarré le 1er octobre 2019, et ce, dans toute la Côte d'Ivoire. L'hôpital général d'Adjamé voit aussi affluer des malades détenteurs de la carte CMU, comme c'est le cas pour Dame Diakité. La cinquantaine bien sonnée, elle vient consulter pour des douleurs dentaires. Sa carte CMU lui permet d'être rapidement prise en charge et conduite à la pharmacie de l'hôpital. Mais tous ces médicaments ne sont pas disponibles ce jour-là. La prise en charge avec la carte CMU, du moment où la consultation est prise en compte, moi je suggère qu'au niveau des médicaments, cela soit de même. Et que lorsque nous venons, et que nous puissions être vraiment en possession de tous les médicaments comme il se doit. En cas de pénurie, les officines privées peuvent servir les médicaments, comme cette pharmacie qui reçoit en moyenne une dizaine de souscripteurs à la couverture maladie universelle. Quand le bon CMU arrive, comme dans ce cas, ce n'est pas évident que tous les médicaments qui soient ici soient pas sur l'assurance CMU. Donc on fait ce qu'on appelle une substitution. Donc on va changer les médicaments en respectant la forme, en respectant la molécule, en respectant aussi le dosage. Médicaments indisponibles ou non couverts par la CMU, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Merci madame. Merci. Merci. Pour le directeur général de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie prend des mesures nécessaires. L'approvisionnement en médicaments des centres de santé publics dépend de la centrale d'achat qui est en train de s'organiser pour pouvoir améliorer, n'est-ce pas, la disponibilité. Nous avons contracté avec les officines de pharmacie du secteur privé et depuis un certain temps, nous travaillons ensemble. Nous sommes passés d'un taux de dispensation de médicaments de 10, de 8 à peu près 70% aujourd'hui. Professeur, vous avez regardé avec nous ce reportage sur Ouassakara. Il y a une satisfaction. Ouassakara est une de nos fiertés parce que ça marche très bien. Le personnel est motivé, en place, disponible, ce qui permet de rendre les services à nos populations. Mais au-delà de Ouassakara, il y a beaucoup de Ouassakara en Côte d'Ivoire. Mais bon, vous avez filmé Ouassakara, mais je vous dis qu'il y a beaucoup de Ouassakara en Côte d'Ivoire où nos agents sont disponibles, présents et prêts à rendre service à nos populations. Professeur, en termes d'équipement et de médicaments, que fait le ministère de la Santé pour améliorer la qualité des services offerts? En termes d'équipement, je veux dire que nous avons un vaste programme hospitalier qui conserve toutes les régions de Côte d'Ivoire. Vous avez vu, depuis quelques années, nous inaugurons régulièrement des hôpitaux avec un matériel de haut niveau. Je pourrais citer par exemple à Boisseau, à Zopé, qui ont été inaugurés récemment, également Méagui. Mais voici de nombreux chantiers qui ont été ouverts. Il y en a encore à l'intérieur du pays, il y en a à Bouna, il y en a à Ferkessé-Dougou, on a réhabilité Korogo. Ça, c'est la première chose.
faire en sorte que les Ivoiriens puissent avoir accès à des services de qualité en termes d'équipement. Il ne faudrait pas qu'on vienne à Abidjan seulement pour avoir accès à des équipements de qualité. Même dans les zones les plus reculées de la Côte d'Ivoire. Reculées. C'est pour ça que je vous avais dit que ce qui est important, ce sont les pôles régionaux d'excellence. Quant aux médicaments, la Côte d'Ivoire fait de nombreux efforts pour que les médicaments soient disponibles jusqu'au dernier kilomètre. Un des premiers efforts que la Côte d'Ivoire a effectué était de restructurer la centrale d'achat, qui est la nouvelle PSP, pour la rendre plus productive, plus compétitive sur le marché international, pour que nous puissions avoir des médicaments à des coûts réduits. Également, toujours dans la réforme pharmaceutique, nous avons mis en place l'Agence ivoirienne de régulation pharmaceutique, qui permet également aussi de vérifier la qualité des produits qui rentrent en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a également mis un aspect particulier sur le renforcement des capacités de nos agents. Alors, professeur, qu'est-ce qui s'est passé à Agboville? Agboville, c'est vraiment dommage et malheureux. Il s'agit d'un enfant qui a perdu la vie dans le service et malheureusement, un des parents mécontents a mis le feu au service de pédiatrie, mettant en péril la vie de plusieurs autres enfants qui étaient en traitement. N'eût été la propre réaction des services de santé, plusieurs autres enfants allaient perdre la vie. Et à Port-Boué, il y a eu malheureusement aussi un cas d'une femme qui vomissait du sang, qui malheureusement aussi a perdu la vie. Mais je voudrais dire ici, rassurer les populations, que le ministère de la Santé a pour objet essentiel de prendre en charge les populations, de les soigner et de faire le maximum pour qu'ils puissent retrouver une santé et ceci pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Nullement il n'est question dans notre système de personnes malveillantes pour commettre des actes délictuels. Ce que nous voulons dire, c'est que le ministère de la Santé fera tout pour protéger à la fois les populations ivoiriennes, aussi protéger les soignants. Nous faire le tour des infrastructures sanitaires avec les AG, les CHR et les CHU. On va déjà faire la différence entre CHR et CHU. En fait, il faut que je vous explique la pyramide sanitaire. Notre système est sous forme pyramidale. Et l'entrée dans le système, c'est ce qu'on appelle chez nous les établissements sanitaires de premier contact. C'est soit les centres de santé urbains, les FSUCOM, les CSR. C'est le premier contact qu'on a avec le système de santé. Et après ce contact, on a un autre échelon qui est l'hôpital général. Après l'échelon de l'hôpital général, on a le CHR, qui est un hôpital de région, dans lequel nous avons plus de spécialités que dans l'hôpital général classique. Et là, on a des spécialités qui apparaissent. Ensuite, on a le dernier niveau qui est le CHU, qui est le dernier niveau de notre pyramide sanitaire. C'est-à-dire que quand on arrive au CHU, normalement, on a tous les services possibles et avec des personnes d'un certain niveau. C'est là-bas qu'on trouve normalement les enseignants de la faculté de médecine qui exercent dans ces structures-là. Quelles sont les principales réalisations et investissements effectués donc par votre ministère dans la construction, la réhabilitation et l'équipement des établissements de santé en place en Côte d'Ivoire? Au niveau primaire, nous avons construit ces derniers temps plus de 50 par an, donc environ 300 établissements sanitaires de premier contact. Parce que pour nous, on est convaincus que nous devons rapprocher la base de notre pyramide avec notre population. Notre population doit d'abord aller dans ces centres de premier contact qui sont proches. Ensuite, nous avons les hôpitaux généraux. Nous avons construit de nombreux hôpitaux généraux. Je pourrais citer de mémoire les hôpitaux généraux de Soubré, Méagui. Et donc, environ 9 hôpitaux généraux ont été construits durant cette période. Nous avons également construit 4 ou 5 CHR. Et vous savez, à Abidjan, on a en construction le CHU d'Abobo, qui sera le plus grand CHU d'Afrique de l'Ouest. Dites-nous comment se fait donc la répartition des infrastructures sanitaires sur l'étendue du territoire? Le ministère de la Santé, avec sa tête de monsieur le ministre de la Santé, a fait d'abord une évaluation pour savoir où étaient les zones de silence sanitaire, c'est-à-dire les zones où nous ne sommes pas. Et l'étude a montré qu'il y avait des zones qui, malheureusement, on n'était pas, où on était sous-représentés. Donc avec cette étude, nous avons fait le plan pour pouvoir mettre à disposition de certaines localités
des centres de santé, ce qui nous a permis d'arriver à 80% de la population à moins de 5 km. Mais également, comme notre système est pyramidal, que si toutefois vous allez dans un centre de santé qu'il faut aller dans un hôpital général parce que votre état le requiert, nous avons également fait l'analyse des hôpitaux généraux de Côte d'Ivoire pour construire des hôpitaux généraux dans les endroits où il n'y en a pas et renforcer les hôpitaux généraux dans les endroits où il y avait. Je prends par exemple l'hôpital général de Bassam a été rénové en 2 phases pour qu'il puisse répondre vraiment aux besoins des populations de la zone. Parce qu'il y avait un hôpital, mais qui n'avait pas les capacités de l'hôpital de district, de l'hôpital général. Nous avons fait en sorte qu'aujourd'hui, l'hôpital de Bassam soit un hôpital qui soit un hôpital de district. Et nous avons aussi démarré la construction de plusieurs hôpitaux. Et nous avons livré l'hôpital de Meyagui, qui est un hôpital général, pour que dans cette zone du sud-ouest, on puisse avoir tous les équipements disponibles pour éviter, bien sûr, de faire des grandes distances. On va vous inviter à venir avec nous au CHR de San Pedro, vous avez deviné. On a fait une incursion pour nous rendre compte de toutes les améliorations qui y ont été faites. On y va tout de suite. Ici, aucune journée ne ressemble à une autre. C'est le bloc opératoire. Ce matin-là, une césarienne est en cours. Un cas épineux où il faut prendre des décisions rapidement pour ne pas compromettre la santé de la mère et de l'enfant. Pas de temps à perdre pour le gynéco-obstétricien. Voilà. Voilà, voici ton bébé. Regarde ici. Dans cette maternité, les urgences ne s'arrêtent jamais. Et le docteur Pacom Yaté a l'habitude. C'est dans ce bloc flambant neuf qu'il opère avec son équipe. Selon le spécialiste, grâce à ce nouveau plateau technique répondant aux normes internationales, il est plus à l'aise de travailler pour sauver des vies. Voilà, nous avons des salles plus équipées, plus grandes, plus aérées, mieux éclairées, avec du matériel chirurgical aussi en nombre suffisant, qui nous permet de tourner toute une journée. De nouveaux équipements médicaux dans une nouvelle infrastructure sanitaire. Voici à 368 km d'Abidjan, le centre hospitalier régional de San Pedro. Vu du ciel, le complexe se dessine fièrement sur 8 hectares. L'hôpital compte 15 services allant de la réanimation, comme cette salle entièrement équipée, au service de radiologie avec examen des seins, pouvant détecter d'éventuels cancers, en passant par la médecine néonatale. Le docteur Alexandre Nguessankié-Sédou est le directeur de cette formation sanitaire, un administrateur au chevet de ses patients, en particulier les plus jeunes. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ok, et les enfants? Oui, ça va. Dans cette salle, les bébés nés prématurément sont en observation, en bonne température. Nous avons encore les patients qui viennent de la commune de San Pedro, mais aussi les patients qui viennent actuellement de Miyadji. Nous avons aussi des enfants qui viennent de Sassandra et de Tapo. Offrir aux populations des prestations sanitaires de qualité, c'est le défi qu'entend relever le gouvernement ivoirien depuis quelques années. Une politique qui, pour être mise en œuvre, nécessite une enveloppe globale de 1200 milliards de francs CFA, ce qui englobe la construction d'hôpitaux de référence et la réhabilitation et le renforcement des services au sein d'hôpitaux déjà existants. C'est le cas pour le centre hospitalier universitaire de Cocody Abidjan, où ce bâtiment de 3 étages est sorti de terre. Il est consacré à la gynécologie obstétrique et pédiatrique. À l'intérieur, de vastes espaces aménagés vont accueillir le couple mère-enfant. Un pavillon doté d'une quarantaine de couveuses, 184 lits, 86 respirateurs et ce bloc opératoire de dernière génération. À travers toute la Côte d'Ivoire, les projets se multiplient. Dans le district sanitaire d'Abidjan, la vaste commune de Yopougon voit progressivement s'achever la réhabilitation de son hôpital général. Un chantier que vient superviser ce jour le patron de la direction des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance. Il suit de très près l'évolution des travaux. Une structure qui assure la maîtrise d'ouvrage délégués avec pour mission de mettre en œuvre la politique gouvernementale. C'est tout le pays qui est en chantier, allant des petits centres de santé dans les villages, aux hôpitaux généraux, les CHR et même dans les CHU. Donc le projet couvre l'intégralité du patrimoine de la santé.
Cap sur Azopé, dans le sud de la Côte d'Ivoire, qui compte plus de 150 000 habitants, tous des potentiels patients. 30 milliards de francs CFA, c'est ce qu'il aura fallu investir ici pour bâtir le centre hospitalier régional équipé d'appareils de pointe comme ce scanner flambant neuf. À l'unité d'imagerie médicale, les malades sont désormais scrutés de la tête aux pieds. La salle de scanner dans laquelle nous sommes est équipée d'un scanner 64 barrettes, donc très performant, de nouvelle génération, qui nous permet de faire toutes sortes d'examens. Avec 3000 consultations en moyenne par mois, ce sont 491 personnels de santé et techniciens qui travaillent au sein de 27 services. Les patients sont ici suivis selon la gravité de leur cas. Souleymane Baldé, au service de son grand frère malade, trouve ici le cadre propice pour une bonne prise en charge. On a trouvé ces lieux, vraiment c'est quelque chose, on a trouvé ça, c'est exceptionnel. C'est bien fait, donc là où se trouvent les gens, l'environnement doit être propre. Voilà, parce qu'il s'agit de la santé. À travers le plan de développement des infrastructures sanitaires, le gouvernement ivoirien entend rapprocher les soins de santé de qualité de ces populations d'ici 2025. Professeur, quels sont les principaux programmes prioritaires de santé publique actuellement mis en œuvre par votre ministère au niveau national, donc dans tous les districts sanitaires? Nous avons de nombreux programmes. Les prioritaires, nous avons le programme santé mère-enfant. Parce que la mère de l'enfant est une priorité nationale. Le président de la République l'a érigé en priorité nationale. Donc nous devons faire en sorte de réduire la mortalité des femmes et la mortalité des enfants. Nous avons le programme de lutte contre le sida, qui est également une priorité nationale puisque nous sommes en train d'atteindre l'objectif au niveau national qui va nous permettre de contrôler la maladie dans notre pays. Nous avons le programme national de paludisme qui a pour mission essentielle de faire en sorte qu'on n'ait pas beaucoup de cas de paludisme en Côte d'Ivoire. Et si on a le paludisme, qu'on puisse le traiter au moins de manière très, très efficace. On a également le programme tuberculose, qui est un programme important, qui aujourd'hui lutte contre la multirésistance pour qu'on n'ait pas de cas de tuberculose multirésistante et surtout éviter la co-infection avec le VIH. Nous avons le programme important, c'est celui du programme de nutrition, qui aujourd'hui est un programme qui est transversal et qui permet d'aider nos populations à avoir une alimentation saine, à avoir les nutriments nécessaires, même quand ils sont malades, pour pouvoir retrouver la santé. Et nous devons avoir une Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens en bonne santé, avec une bonne nutrition pour permettre le développement local. On a également le programme élargi de vaccination, qui est un programme très très important. Ce programme a permis de réduire la poliomyélite dans notre pays. Et ce programme-là a lancé de nouveaux vaccins, notamment le HPV, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, et très récemment, le vaccin contre le paludisme. On va revenir sur les indicateurs clés au niveau de ces programmes de santé, s'il vous plaît. Au niveau de la lutte contre le VIH, nous avons eu des grands succès dans notre pays. Nous sommes passés de 4,7 il y a 10 ans en prévalence, c'est-à-dire le nombre de personnes qui avaient le VIH, aujourd'hui à 1,8. C'est-à-dire que nous sommes en dessous de 2% de la population à avoir le VIH. Nous sommes dans la phase du contrôle de l'épidémie. Nous avons également aussi sur la santé maternelle, qui est, comme je vous l'avais dit, qui est une priorité de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes passés de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes à 385. C'est vrai, nous avons fait de gros efforts, mais la Côte d'Ivoire peut faire plus que cela. Nous devons mettre nos efforts pour arriver en dessous de 100 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ça veut dire que nous devons encore continuer à travailler pour que nos femmes en Côte d'Ivoire ne puissent pas perdre la vie en donnant la vie. Concernant la santé infantile, aussi qui est une de nos préoccupations, nous avons réduit de moitié l'indicateur. On était à 108 pour 100 000 naissances vivantes. Nous sommes aujourd'hui à 52 pour 100 000 naissances vivantes. Professeur, quels sont les principaux instituts nationaux relevant de votre ministère et quels sont leurs rôles et mandats respectifs dans le système de santé ivoirien? Je vais commencer par l'Institut de cardiologie d'Abidjan, qui est un institut que tout le monde connaît et qui a pour mission de prendre en charge toutes les maladies cardiovasculaires qu'on a en Côte d'Ivoire.
Et maintenant, cet institut a un rayonnement sous-régional, car de nombreux pays voisins envoient leurs malades chez nous pour la prise en charge. Nous avons également le CNRAO, le Centre national de radiothérapie et d'oncologie Alassane Ouattara, qui est un centre qui est destiné au traitement des différents cancers. Et aussi, cet institut joue un rôle important dans la prise en charge de tous les cancers qu'on a en Côte d'Ivoire. Et très récemment, nous avons même signé avec des pays voisins des conventions pour qu'ils puissent emmener leurs patients chez nous pour cela. Nous avons le CNPTIR, qui est pour l'insuffisance rénale. Et le CNPTIR a pour mission de faire les dialyses de nos populations. Donc nous avons le CNPTIR à Abidjan, mais qui a ses dénombrements dans nos différents pôles régionaux pour que la prise en charge de l'insuffisance rénale puisse se faire pas seulement à Abidjan, mais où qu'on soit sur l'étendue du territoire. Nous avons également aussi le CNTS, qui est le Centre national de transfusion sanguine, qui a pour mission de rendre le sang disponible. Très récemment, un décret a été pris pour qu'on ramène le coût du sang à 3 000 francs pour que tout le monde puisse avoir accès à un sang de qualité. Nous avons également l'IMENA, qui est l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, qui est un institut d'aide à la décision, qui donne les diagnostics de manière très précise pour certaines pathologies. C'est aussi un outil très important. Et je vais terminer par l'Institut Raoul Foloro, qui est situé à Zopé, et qui a pour mission de prendre en charge les patients lépreux. Maintenant, aujourd'hui, l'Institut Raoul Foloro a ouvert ses missions vers les traitements des conséquences de l'ulcère de Burigui. Voici, en résumé, certains de nos centres qui ont vraiment pour mission essentielle de prendre en charge nos populations. Monsieur le directeur général, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Dernière vidéo à regarder ensemble, c'est ce reportage. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, vous citiez donc à l'instant l'IMENA, le CNPTIR, vous l'avez cité aussi. On va faire une immersion ensemble dans ces centres spécialisés. Suivez-nous ensemble. Note de rein, située dans la partie postérieure de la cavité abdominale de part et d'autre de la colonne vertébrale, assure plusieurs fonctions. Ils produisent l'urine, assurant ainsi l'épuration du sang, l'équilibre en eau et l'élimination des ions. Ils participent également à la régulation de la tension artérielle, la fabrication des globules rouges et au maintien de la bonne santé de nos os. Les déchets quittent le rein et transitent par la vessie pour être finalement éliminés via les urines. Autant de rôles essentiels qui ne sont plus correctement assurés par les reins de tous les patients en insuffisance rénale. Ils sont au stade 5 des maladies rénales chroniques. Au Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, en abrégé CNPTIR, André Adou, la trentaine, a des habitudes. Il vient ici 2 fois par semaine pour une séance de dialyse de 4 heures. Eh ben bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Je voulais un kit pour ma dialyse là. Merci beaucoup, vieux. Après la prise des constantes, notamment la tension artérielle, l'infirmier le prend en charge et l'installe. Le sang du patient en insuffisance rénale va faire tout un circuit pour arriver dans le rein artificiel, géré par la machine là où vont être filtrés les déchets et l'excès d'eau. Le sang, une fois nettoyé et filtré, va repartir dans le corps du patient. C'est le principe de l'hémodialyse, une boucle qui dure 4 heures. Dialysé depuis 7 ans, la vie d'André a complètement changé. Ils m'ont dit que c'était dû à l'hypertension. C'est ce qu'ils m'ont donné comme raison. C'est difficile déjà d'apprendre qu'on a une insuffisance rénale déjà étant jeune. Moi, je me rappelle, j'avais 26 ans lorsque on m'a annoncé cela. On a du mal à trouver du boulot parce qu'on est sous dialyse. On n'a pas le statut d'handicapé. Donc, du coup, alors que, voilà, on peut un autre boulot. La dialyse, aussi, souvent, quand tu finis, tu as des malaises après la dialyse. Donc, du coup, quand tu es dans une entreprise privée, André est plein de vie et si positif malgré son état de santé. On peut même dire qu'il a les reins solides. Il a réussi à dédramatiser la dialyse et raconte son vécu dans un ouvrage littéraire. Il mesure bien la chance qu'il a d'être compté parmi les 1005 patients qui bénéficient de la prise en charge de l'État dans les 12 antennes comprenant des unités d'hémodialyse fonctionnelles à travers le pays. Grâce à la subvention de l'État, il débourse seulement 1750 francs CFA pour une séance de dialyse
qui coûte entre 60 et 80 000 francs CFA dans le privé. André espère même pouvoir être greffé un jour. On a fait récemment une annonce comme quoi la dialyse, la transplantation passe à quoi, 3 millions, 5 ou 3 millions comme ça. C'est déjà quelque chose à louer, quand même, c'est quelque chose à louer. Et les médicaments anti-rejet aussi sont vraiment descendus, je pense, vers 50 000 francs comme ça. Donc vraiment, on pense à ça. Tout ce que l'infirmier doit faire en fonction de chaque patient, c'est le néphrologue qui le paramètre. Charmant, comment allez-vous? Ça va? Ça va mieux, ça va mieux. Il y a les causes infectieuses, les infections ORL, surtout chez les enfants, les infections de la peau, donc infections cutanées. Mais il y a des grosses infections virales, telles que le VIH, qui est la 3e cause de l'insuffisance rénale chronique dans le monde. Et il y a les hépatites B, les hépatites C, qui peuvent également se compliquer d'insuffisance rénale chronique. Il y a aussi des causes obstructives, comme les tumeurs pelviennes chez l'homme et la femme. En Côte d'Ivoire, la mortalité hospitalière est passée de 54% en 2009 à 20% en 2019. Avec plus de 100 000 séances de dialyse par an et plus de 80 cas de réussite de transplantation rénale, le CNP-TIR veut accroître le nombre de ses antennes à Bengourou, Daloa, San Pedro et surtout à Yopougon où la prévalence de cette maladie est de 13,6%. Pour ce centre, rendre accessible à tous les insuffisants rénaux le traitement adéquat est un combat. Aussi, il promeut par l'information et l'éducation la prévention des maladies rénales. Et il faut éviter à la population de se retrouver au stade terminal, au stade 5 de la maladie rénale chronique, qui nécessite la dialyse ou la transplantation. Le message, c'est de dire à la population que lorsque vous êtes malade, vous faites la fièvre, vous allez directement dans une officine, vous prenez des médicaments, vous buvez. Ou même quand vous allez à l'hôpital, on vous fait une ordonnance, vous trouvez que c'est cher, vous allez dans la rue, vous prenez ces médicaments. Vous mélangez avec les médicaments traditionnels. Médicaments traditionnels, médicaments modernes. Quand on met tout ça ensemble, c'est un cocktail qui n'est pas bon. Donc, pratiquer des activités physiques et puis manger de façon modérée les céréales, de façon modérée les féculents. Avoir une alimentation équilibrée avec des légumes, des aliments riches en fibres alimentaires. Mais avant toute greffe rénale, il faut évaluer le fonctionnement des reins, voir comment ils travaillent et pour ce faire, la médecine nucléaire utilise une technique d'imagerie appelée la scintigraphie, des informations qu'aucun autre examen ne peut donner. Pour en savoir un peu plus, cap sur l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, en abrégé IMENA. Bonjour, bonjour Live TV, bonjour l'équipe, il y a Solutions. Nous sommes accueillis par la patronne des lieux, la directrice générale, le professeur Annick Koutoan-Kwame, elle-même médecin nucléaire. Mais qu'est-ce que la médecine nucléaire? Nous regardons ce que les autres types d'imagerie ne peuvent pas voir, c'est-à-dire le côté fonctionnel. Je vous prends un exemple, le rein. Vous savez, le rein, au niveau de l'imagerie, des autres types d'imagerie, ça permet de voir la morphologie, comment est constitué le rein. Mais ici, à l'IMENA, nous allons voir la fonctionnalité, comment fonctionne le rein, si le rein est viable ou s'il ne l'est pas. Le professeur Annick Koutoan-Kwame nous fait faire le tour du propriétaire en suivant le parcours du patient qui se présente ici avec une prescription médicale afin d'obtenir un rendez-vous. 1 an d'existence et 9 mois d'activité, l'IMENA est le plus jeune des instituts nationaux spécialisés en Côte d'Ivoire. De ce fait, il est donc toujours dans le coup, c'est-à-dire à la pointe de la technologie, notamment grâce à ce type de flacon. À l'intérieur, un produit radioactif qui ne donne aucun effet secondaire et qui sera imagé à l'aide d'un appareil à scintillation qui détecte les rayonnements émis par le produit injecté. Notre patiente du jour est installée confortablement. L'heure de l'injection est arrivée. Vous voyez qu'on est habillé avec un équipement de radioprotection. Parce que cette dose-là est radioactive, donc il faut prendre des précautions, ce qu'on appelle des mesures de radioprotection. À l'IMENA, les demandes de scintigraphie sont en constante augmentation. Sur 832 examens au total, près de 76% des prescripteurs de scintigraphie sont issus du secteur public national.
23% des demandes proviennent de nombreux centres privés, préférentiellement d'Abidjan, et près de 12 demandes, c'est-à-dire 1%, proviennent des pays africains sous-régionaux. Madame la directrice, là on a notre patient. Bonjour monsieur, vous allez bien? Qui est venu pour faire la scintigraphie cardiaque. Et c'est ici le cœur de ce service, la salle d'acquisition ou scintigraphie, qui dispose d'une gamma caméra généraliste couplée au scanner de repérage de dernière génération et d'un système informatique puissant. L'appareil n'émet aucun rayon X, aucune chaleur, aucune lumière. Le radiopharmaceutique, le produit que nous vous avons montré, va aller suivre son parcours dans l'organisme et se fixer de façon préférentielle au niveau de l'organe cible. Les explorations scintigraphiques sont très innovantes. La durée varie d'environ une demi-heure pour la thyroïde à 3 à 4 heures pour la scintigraphie osseuse. Toutes les étapes de la réalisation de l'acte d'imagerie se déroulent dans le respect des procédures spécifiques à chaque examen et sous supervision de l'équipe médicale. Le bilan de l'imagerie se fait ici. Les résultats sont prêts 48 heures après interprétation médicale collégiale. L'appareil nous montre comment fonctionne le cœur à l'effort et comment se comporte le cœur au repos. Lorsqu'on voit que le cœur n'est pas bien perfusé à l'effort et au repos, cela nous permet d'avoir une interprétation particulière. L'IMENA, c'est le service médical, la radiopharmacie et surtout la biosécurité. Toutes les opérations ont lieu dans des enceintes blindées pour garantir la protection des opérateurs. L'utilisation d'éléments radioactifs impose des règles de sûreté strictes. Diurétique. Voilà, donc cet appareil détecte tout ce qui est rayonnement. Dans cette fourmilière, bâtie par les soins de l'État ivoirien, 78 personnes et 22 contractuels travaillent à l'IMENA, pionnier à l'échelle nationale dans la médecine nucléaire. Depuis l'ouverture, près de 675 patients sont passés par l'Institut qui présente également un volet formation. La médecine nucléaire ne va pas rester cloîtrée dans l'IMENA. La médecine nucléaire va rayonner. Et ça fait partie de notre vision, de faire rayonner la médecine nucléaire dans toute la Côte d'Ivoire, en commençant par, on a commencé par l'IMENA, bientôt ce sera Grand Bassam. Le souci du patient et la volonté de travailler convenablement, voilà ce qui anime la joyeuse équipe de l'IMENA. Alors, comment votre ministère envisage-t-il d'impliquer davantage ces INS dans la formation initiale et continue du personnel de santé, notamment sur les aspects de surveillance, de recherche, d'innovation? Au-delà de ces instituts, nous avons encore deux autres instituts. Un qui s'appelle l'Institut national d'hygiène publique, l'autre s'appelle l'Institut national de santé publique. Ces deux instituts ont des missions que vous venez de décrire. L'Institut national de santé publique a pour mission la formation et la recherche. Mais former qui? Former les acteurs du système à la santé publique ou à des thématiques dont on a besoin pour pouvoir prendre en charge nos populations. Nous avons l'Institut national d'hygiène publique qui fait la surveillance des épidémies et organise avec la direction générale la riposte sur le terrain. Alors, quels sont les principaux défis auxquels le ministère de la Santé est confronté actuellement? Le principal défi du ministère de la Santé, c'est de prendre en charge de manière qualitative toutes les personnes qui ont besoin de nous. C'est ça. Mais cela passe par trois éléments. Premièrement, il faut qu'on ait des services de santé qui soient disponibles, équipés, avec du personnel aussi disponible et motivé. C'est la première des choses. Deuxième chose, il faut qu'on fasse de la prévention pour pas que les personnes arrivent à être malades. Donc, on va faire la prévention pour réduire les risques d'exposition à la maladie. Le troisième point qui est aussi important, c'est d'assurer l'accessibilité financière de nos populations à travers, bien sûr, la CMU, qui est notre assurance maladie obligatoire. Alors, comment évaluez-vous l'impact de la politique de santé aujourd'hui? La politique de santé en Côte d'Ivoire s'évalue par le PSGouv. Le PSGouv, c'est le programme social du gouvernement, qui a une forte composante santé. Et ce PSGouv-là nous permet de nous évaluer à chaque moment. Parce que, rendez-vous que tous les mois, nous devons faire le point sur ces indicateurs au niveau du PSGouv. Nous renseignons, premièrement, les indicateurs de la santé mère-enfant. Par exemple, le nombre de personnes ou de femmes qui bénéficient
d'accouchement gratuits, de césariennes gratuites, le nombre de personnes qui bénéficient de poches de sang, le nombre de personnes qui bénéficient également de médicaments gratuits en termes de lutte contre le paludisme. Donc, ce PS Gouv-là est vraiment pour nous un outil important de suivi de l'action gouvernementale en matière de santé. Monsieur le directeur général, professeur, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais que vous mettiez donc dans la peau du journaliste pour faire la conclusion à cette émission, une conclusion qui interpelle peut-être, qui rassure les populations. Je voudrais dire aux populations que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle est à votre service. Nous devons faire en sorte que lorsque vous venez chez nous, nous réglons vos problèmes de santé. Nous allons faire en sorte que tous les problèmes que vous rencontrez en matière de santé soient pris en compte dans notre système. Et nous n'avons pas oublié que notre première mission, c'est de soigner les Ivoiriens, de faire en sorte que nous ayons les Ivoiriens en bonne santé et qu'ils puissent produire pour le développement de notre cher pays. Merci, monsieur le directeur général, professeur. Que la santé soit votre partage, et très certainement le partage de tous les Ivoiriens. Merci de nous avoir regardé et écouté, et puis bonne note. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci de regarder Live TV. À bientôt.